va dans 5, 4, 3, 2, 1. Et bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute encore une fois. C'est toujours apprécié de savoir que vous êtes avec nous autres. Aujourd'hui, on va parler d'orientation sexuelle, on va parler d'identité sexuelle, on va parler de sexualité en général. Et pour ce faire, j'ai avec moi Éric Bisson de Jeunesse Idem. Salut Éric. Salut. Éric, j'ai hâte qu'on jase toi puis moi pour les 30 prochaines minutes, peut-être plus. La sexualité, évidemment, ça touche tout le monde, donc je suis sûr que ça va être super intéressant. Mais je vais juste prendre quelques secondes pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent que l'Informel, on est disponible sous forme de podcast sur SoundCloud. Et puis tout ce qu'on fait à la TVC Bastille-Èvre, on est sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur ces deux plateformes-là. Et puis évidemment, toute l'information de tout ce qu'on produit à TVC, vous pouvez trouver ça au www.tvc.qc.ca. Si vous n'êtes pas familier avec la formule de l'Informel, sachez qu'on sera en ondes sur Illico pour environ 28 minutes, mais si moi et Éric on a envie de jaser davantage, on pourra le faire et puis l'entrevue sera disponible dans son intégralité sur nos différentes plateformes web. Alors voilà. Excellent. Éric, tu nous reviens fraîchement de vacances. Oui. On va aller faire un petit tour à Tadoussac. Ah ouais? T'allais voir les baleines? Ben, on n'en a pas vu tant que ça, mais au moins, la température était bonne aussi. Là. Ah bon, c'est toujours bon. Qui dit retour de vacances, ça dit aussi que l'école approche pour les plus jeunes. On nous a annoncé au cours de l'hiver que les cours d'éducation sexuelle seraient de retour dans les écoles. J'imagine que vous êtes content de cette annonce-là, vous autres. Oui, c'est ça. Ben, les cours d'éducation sexuelle étaient revenus, mais juste de façon moins formelle, justement. Je pense que c'est plus encadré, c'est plus... ben, il y a toute une programmation qui est faite maintenant. J'ai déjà été approché par 2 commissions scolaires, donc j'ai déjà commencé à travailler avec eux, surtout pour l'aspect de l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Je fais pas tout ce qui est en lien avec la sexualité. Puis il y a différents objectifs pour différents niveaux aussi, autant pour le primaire que pour le secondaire. Donc ça va être vraiment intéressant. Puis je pense que c'est important qu'on en parle. Parce que la sexualité, elle est là, mais tout le côté relationnel, émotif aussi. Okay. Parce que la sexualité, c'est une chose, c'est très mécanique. Mais tout l'aspect de relation amoureuse, on a parlé beaucoup de consentement pendant l'année passée. Ça a été très présent. Puis je pense qu'il faut continuer d'en parler, mais de le faire comme une globalité plutôt que juste dire que c'est de la sexualité pure et dure, qu'il y a d'autres choses en amont là, en lien avec ça. Oui, parce que tous les sentiments et les émotions qu'on vit, surtout à l'adolescence, ben c'est tout aussi important que la mécanique, comme tu dis. Est-ce que tu as eu la chance de voir les détails du programme? J'ai vu les grandes lignes. Je pourrais pas toutes les nommer. Je pense que les gens qui sont responsables de ça au ministère, ils seraient probablement mieux placés que moi. Par contre, comme je dis, là, c'est tout le côté relationnel. C'est aussi pas juste... on part plus juste de les abeilles puis le butinage. Là. On est un peu plus dans le concret, mais avec un langage et des approches adaptées aux différents niveaux. C'est pas la même chose secondaire 1, secondaire 5, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes objectifs non plus. Donc c'est sûr que on n'aborde pas les sujets nécessairement de la même façon, de par leur maturité, où est-ce qu'ils sont rendus aussi dans leur développement, dans leur cheminement personnel également. Là. Mais ça va être très, très, très intéressant. J'en doute pas. D'un autre côté, justement, là, tu parles de la maturité. En Ontario, c'est une des choses que les parents ont exprimé. Puis c'est pour ça là, qu'il y aurait apparemment un des changements. On va retourner à un ancien programme d'éducation sexuelle. On dit que ça venait beaucoup de la pression des parents qui étaient inquiets de l'âge à lequel on approche les enfants sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a un âge où on ne devrait pas en parler? Ben moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge où on ne parle pas de ça. C'est comment on en parle. Tu sais, avec tous les médias sociaux, la présence des jeunes, de plus en plus, ils sont jeunes et elles sont jeunes à avoir un iPad, toutes sortes de trucs qui peuvent avoir accès à l'Internet. S'il n'y a pas de contrôle parental, ils peuvent avoir accès à beaucoup de choses. Fait qu'il vaut mieux en parler de façon professionnelle et adaptée qu'ils reçoivent plein d'informations tout croche ou... parce qu'ils sont exposés nécessairement. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est sûr que l'Ontario, en ce moment...
on peut peut-être avoir l'impression qu'ils font un petit retour en arrière. Il n'y a rien, tout n'est pas fait encore. Je suis persuadé qu'il va y avoir des choses qui vont être faites en lien avec ça. Mais c'est pas parce qu'on en parle que c'est négatif. Justement, vaut mieux leur donner la bonne information. Pendant longtemps, on a dit « Ah, c'est vrai, je l'ai vu à télé. » Mais on s'entend-tu que ça dépend de nos sources, ça dépend de tout ça. Donc, d'avoir un meilleur encadrement, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et c'est ce que j'aime avec... le ministère de l'Éducation, Loisirs et des Sports ici au Québec, qui a décidé de mieux de faire une programmation, de mieux encadrer tout ça et d'accompagner aussi les professionnels qui vont faire ça, parce que c'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde, donc c'est pas n'importe quel prof qui va le faire, mais c'est ceux et celles qui ont choisi de pouvoir embarquer dans le programme et de faire l'éducation là, à la sexualité. Ce que la ministre de l'Éducation en Ontario disait, c'est qu'entre autres, ils veulent consulter les parents pour savoir ce que les parents pensent qu'il serait mieux d'emmener dans les classes lorsqu'il s'agit de parler de sexualité. Mais oui, les parents doivent être impliqués, mais est-ce que c'est vraiment eux qui devraient peser sur qu'est-ce qui est mieux ou non dans les cours? Là, c'est une autre question. Là. Tu parlais de professionnels, mais je pense que les professionnels qui ont monté le programme... Ils étaient bien équipés pour faire un bon programme. Ben, à l'époque, on parlait souvent l'expression de « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Donc, je pense que les parents ont un bout de chemin, l'école aussi, parce que les jeunes sont souvent à l'école une grosse partie de leur vie. Ils se regardent dans l'année, tous les mois qui y passent. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent une partie de l'éducation, que les parents embarquent et qu'ils soient conscients de c'est quoi l'information qu'ils reçoivent pour pouvoir faire du pouce là-dessus. Mais encore là, chaque parent élève son enfant, l'éduque de la façon qu'il ou qu'elle veut. C'est pas toujours évident. Mais on espère que toutes ces belles personnes vont travailler ensemble de concert et essayer de trouver quelque chose de assez... trouver un milieu pour que les jeunes reçoivent assez d'informations, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, pour que les gens puissent en jaser, puis au moins avoir des réflexions qui sont faites. Parce que tous les jeunes, toutes les personnes finissent par avoir certains questionnements, mais d'avoir un questionnement puis d'avoir ça tout seul dans ta tête, ben c'est sûr que ça fait en sorte que tu as l'impression que tu es tout seul à vivre ces réalités-là, que tu... t'as pas l'information, puis en même temps, c'est de dire on parle pas de sexualité, c'est comme de dire oh, c'est un sujet tabou, donc je pose pas de questions. Et de l'autre côté, ben, si on vit de la sexualité et on n'ose pas en parler, ben, peut-être qu'on vit des choses avec lesquelles on n'est peut-être pas à l'aise ou à l'aise, mais on n'en parle pas, on ne sait pas trop, ça devient un peu tabou. Donc, je pense que la sexualité, il ne faut pas que ça soit tabou, mais il faut savoir en parler de façon adéquate avec les jeunes, par exemple. T'as parlé brièvement d'identité sexuelle. J'ai envie qu'on passe à travers un peu le lexique. Là. Je souris un peu, mais c'est pas pour rire de personne. C'est clair. C'est parce que, même toi, quand on en jasait tantôt, des fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de termes que le monde ne sont pas familiers avec. Puis il y a un long lexique. Évidemment, on est tous familiers avec l'hétérosexualité, avec l'homosexualité, la bisexualité. Mais là, il se rajoute à ça d'autres termes que moi, je connaissais pas nécessairement, mais je suis sûr que tu les connais pas mal tous. Quelqu'un qui est allosexuel, ça voudrait dire quoi? Bon, en fait, nous, à GNSM, on utilise beaucoup plus le terme allosexuel, parce que allosexuel, encore là, c'est drôle, parce qu'une personne ne peut pas être allosexuelle à la fois. Parce que allosexuel, c'est un néologisme, c'est comme un terme unificateur, un terme parapluie qui veut dire gay, lesbienne, bisexuel, transgenre, transsexuel. C'est toutes les personnes qui sont outre que orientation sexuelle hétérosexuelle et identité de genre, cisgenre, donc homme né dans un corps d'homme qui s'identifie comme un homme, et la même chose pour les femmes, par exemple. Donc, les zones un peu plus floues. Donc, c'est vraiment un terme parapluie pour dire l'ensemble de la diversité sexuelle. Qui est autre que la majorité, ce qu'on entend souvent par la norme ou les gens normaux, mais c'est tous les gens là, qui sont dans l'espèce d'échelle là, qui sont
à différents niveaux, soit au niveau de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc, on peut parler de la communauté allosexuelle, on peut parler d'allosexualité. Donc, c'est toutes les réalités en lien avec la diversité sexuelle. Okay. Puis encore là, quand on parle de diversité sexuelle, c'est de faire attention que c'est pas juste de la sexualité, un peu comme on parlait tantôt. Donc, le terme sexuel commence à partir. Tranquillement, on parlait d'identité sexuelle tantôt, mais de plus en plus, on parle d'identité de genre, de pluralité des genres, parce que c'est pas juste de la sexualité, mais c'est une identité à quel genre je m'identifie. Quand on remplit des formulaires, on dit pas de quel sexe tu es, homme-femme, on va dire quel genre. C'est souvent comme ça qu'on fait. Donc, allosexuel, c'est vraiment le terme parapluie pour englober tout ça, là, toute la diversité. Puis là, asexuel, c'est quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance envers personne, c'est bien ça? Au fait, c'est pas d'attirance sexuelle ou il n'y a pas de désir sexuel. Okay. C'est sûr qu'on parle pas de 60% de la population. Donc, il peut avoir, ces personnes-là peuvent vivre en relation amoureuse, avoir une attirance affective, émotive, mais n'ont pas nécessairement le besoin de la sexualité en soi. OK. Puis le prochain, moi, c'est la première fois que je le lisais en faisant mes recherches, gynécosexuel. Puis il me regarde le regard. Je l'ai-tu déjà vu, celui-là? Celui-là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Puis c'est pas toujours... comment je peux dire? Ce qui arrive tranquillement, pas vite, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une espèce d'identité, qui veulent avoir un sentiment d'appartenance. Et pour certaines choses, comme les personnes asexuelles, par exemple, nous, on reçoit souvent des courriels ou des textos ou encore des appels ou des messages sur Facebook qui vont dire « Ah, ben moi, tu sais, je pense que je fais partie de la population allosexuelle, mais plus particulièrement asexuelle. » Okay. J'aimerais ça parler avec d'autres gens et tout ça. Mais en même temps, si le besoin n'est pas là ou que nous, on n'a pas cette information-là, qu'on n'a pas assez de gens qui s'identifient asexuels, bien, c'est sûr que c'est plus difficile de faire un groupe. Je ne peux pas faire un groupe de 2 personnes pour nommer ça. Cependant, ce qu'on fait dans nos groupes de soutien, les groupes de discussion, bien, on va parler de différents sujets pour que les gens puissent échanger là-dessus sur leur réalité et tout ça. Donc, plus ça va, plus il y a des termes qui sortent parce qu'il y a comme une espèce de spécificité en lien avec aromantique, asexuel, pansexuel, bisexuel. Donc, c'est sûr que c'est tous des termes un peu différents. Puis encore là, autant nous, on utilise le terme allosexuel, mais il y a des gens qui utilisent le terme altersexuel. Okay. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'une est de racine latine, puis l'autre est racine grecque, avec le alter et le allo. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont utiliser différents termes, mais il y en a d'autres qui sont moins populaires ou moins investigués. On va moins là-dessus. C'est sûr que les recherches commencent tranquillement à prendre de l'ampleur, surtout en français. C'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'information en français. On a fait pendant plusieurs années là, toute la notion orientation sexuelle. On a fait ça surtout dans les années 70, 80 surtout. Mais là, de plus en plus, on réalise qu'il y a de plus en plus de recherches qui est faite en lien avec l'identité de genre, donc toute l'identité trans. Donc, c'est encore un phénomène très nouveau. Fait qu'il y a des nouveaux termes qui vont arriver. Il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont se faire englober sous d'autres parapluies aussi. Fait qu'il y en a plusieurs. Mais le but, c'est de savoir si j'utilise un terme pour me représenter, ben il faut que je sache qu'est-ce que ça représente. On parlait tantôt, on est habitué avec la bisexualité. Mais encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui, pour la bisexualité, ils pensent que c'est des gens tous mélangés, qui savent pas ce qu'ils veulent. Puis souvent, les personnes qui se disent d'orientation sexuelle, bisexuelle, donc je peux être en amour, je peux être attiré affectivement, émotionnellement et sexuellement envers une personne d'un sexe, ben, d'un genre ou de l'autre, donc homme et femme. Mais ça veut pas dire que c'est nécessairement en même temps. Puis c'est pas parce qu'une personne est d'orientation bisexuelle que quand il est avec une personne du même sexe, ils vont dire « Ah, ben là, t'es dans ta passe homosexuelle. » Puis là, whoop, t'es avec un sexe, tu sais, quelqu'un du genre opposé. Ah, ben finalement, t'es dans une passe normale ou hétérosexuelle. On entend souvent des commentaires comme ça. Donc, les gens encore difficulté, notre espèce de schème de référence est souvent le couple hétérosexuel. Un homme égale une femme pour faire des enfants, mais c'est souvent à ça qu'on se réfère. C'est une des raisons pourquoi on parle des gros stigmas de « Ah ouais, vous êtes 2 hommes, mais c'est qui fait l'homme? C'est qui fait la femme dans le couple? » On est encore dans ces espèces de discours-là, même en 2020.
2018, même s'il y a eu de l'avancement, mais il y a encore des espèces de stéréotypes ou de stigmas qui perdurent. Puis plus on va rajouter de termes, ben c'est sûr que ça va prendre du temps avec qu'on les comprenne, puis qu'on soit à l'aise avec ça. Mais à la base, c'est toute une question de... On a envie de, parce que quand on n'est pas d'orientation hétérosexuelle, ce qu'on vit, j'imagine, on doit nécessairement être attiré par l'idée de trouver quelqu'un qui nous ressemble. Donc, c'est pour ça le besoin de s'identifier. Oui, mais en même temps, dépendamment à quel niveau, parce que on peut s'identifier à quelqu'un du même genre que nous, en lien avec toutes sortes de choses, que ce soit, je sais pas moi, regarder son père qui fait de la menuiserie, qui fait du sport, des choses comme ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes intérêts. Puis dans les relations amoureuses, c'est souvent là le problème. C'est quand on réalise qu'on est attiré envers quelqu'un du même sexe que nous, du même genre que nous, ben pour nous, c'est très normal, mais c'est le regard de la société parce que c'est pas quelque chose qui est représenté, par exemple, dans les médias ou des choses comme ça. Fait qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ben pour moi, c'est les mêmes sentiments, je me sens comme les autres. » Ça donne à quelqu'un du même sexe que moi, donc... je me sens différent parce que les gens me regardent différemment. Et évidemment, comme je disais tantôt, heureusement qu'il y a eu de l'avancement aussi. Là. Il y a de plus en plus de modèles qui en parlent, qui en parlent ouvertement. Mais en même temps, c'est pas de pointer du doigt « Ah oui, c'est lui qui est gay » ou « c'est elle qui est trans ». On est tous et toutes des êtres humains. C'est juste qu'on a tous... c'est ça, exactement. Tu me fais réaliser quelque chose aussi quand on parlait de bisexualité. Quelqu'un peut, j'imagine, sentir de l'amour ou des sentiments profonds pour quelqu'un du même sexe sans nécessairement être attiré de façon sexuelle vers cette personne-là. Ça doit, j'imagine que c'est des situations que... Ben ça, c'est un peu comme n'importe qui. C'est pas parce que tu es un homme hétérosexuel que tu es attiré nécessairement par toutes les femmes, ou qu'il y a un désir naturel de coucher avec toutes les femmes, ou d'avoir des relations sexuelles. Donc ça, je pense qu'il y a tout l'aspect intérêt personnel, connexion. Il y a une chimie qui s'installe avec entre deux personnes. Bon, puis c'est sûr qu'encore une fois, le côté relationnel, bâtir une relation amoureuse versus la sexualité, c'est deux choses. Techniquement, ils deviennent un, surtout dans les relations, par exemple, long terme et tout ça. Mais la sexualité, comme j'ai dit tantôt, peut être très mécanique. Dans l'éveil sexuel aussi. Donc, il peut y avoir des gens qui vont avoir de la sexualité avec quelqu'un du même genre qu'eux ou qu'elle, ou avec des gens du sexe ou du genre opposé, sans nécessairement dire « Ah, ben je ferai ma vie avec une personne de ce sexe-là. Okay? Puis pour toutes sortes de raisons. Ouais. Donc, c'est encore pas tout un ou tout l'autre. Ouais, il y a des nuances. Et ce qui est important, par exemple, c'est de dire, c'est pas parce que quelqu'un dit toi, t'es gay, fait que t'as peut-être juste pas trouvé la bonne femme. Il y a même des gens qui vont dire moi, je te dis, je vais te faire virer ça hétéro, je vais me mettre au défi. C'est pas parce que la personne a eu une relation sexuelle que ça fait d'elle ou de lui une personne qui change son orientation sexuelle nécessairement. Mais en même temps, de dire peut-être que si tu essayais avec une fille, peut-être que tu découvrirais autre chose. Sauf que si moi je disais à un gars hétéro, ben toi tu le sais-tu, peut-être que t'es gay, tu l'as déjà essayé. Non, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de. Les gens sont comme ça à la défensive, mais c'est plate à dire, mais c'est pas comme manger une tarte au citron. Tu sais, j'aime ou j'aime pas. C'est pas la même chose. Pourtant, tu peux manger 3 tartes au citron différentes, puis il y en a que t'aimes plus, il y en a que t'aimes moins. T'sais. Donc, il n'y a rien de fixe. Ça peut bouger, mais parce qu'on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, on a les perceptions des autres aussi, la culture, que ce soit familiale, religieuse, les coutumes. Il y a plein de choses qui viennent un peu nourrir qui on est. Puis, on se pose des questions, on adhère ou on n'adhère pas. Puis, des fois, on devient même en conflit avec ces espèces de valeurs-là aussi. Mais en même temps, c'est de dire, qui suis-je moi? Mais en même temps, si on n'en parle pas, si on n'échange pas sur le sujet, il y en a des gens qui vont rester bloqués avec des choses, avec des mauvaises conceptions, des mauvaises informations aussi, puis ils ne pourront pas cheminer personnellement dans leurs apprentissages, dans la sexualité. Sans aller trop loin, il faut en parler.
Il faut apprendre à connaître son corps, il faut apprendre à connaître ses valeurs, tu sais, c'est jusqu'où je vais, mais en même temps, tout le côté relationnel, puis où est-ce que ça bloque souvent, surtout pour la communauté allosexuelle, ben c'est qu'ils font partie d'une minorité qui est différente, donc sont souvent regardés différemment. Donc, une fois que le cheminement est fait, puis que les personnes ont une confiance en soi, puis qu'ils s'acceptent, puis qu'ils comprennent qui ils sont comme personnes, ben c'est sûr que le regard des autres viennent moins interférer dans leur cheminement ou dans leur quotidien. Tu sais, de savoir que tu es peut-être d'orientation sexuelle homosexuelle ou que tu es une personne qui se sent emprisonnée dans ton propre corps à cause des organes génitaux, par exemple, ou l'apparence physique qui présente féminine, mais que, intérieurement, on se sent comme le sexe opposé. Ouais. Mais c'est sûr que ces gens-là qui ne peuvent pas en parler, qui n'osent pas ou qui en entendent parler toujours négativement, s'ils restent avec ça, bien, c'est sûr que ça peut développer plein de problèmes au niveau de la santé mentale. On parle de dépression, tout ça. Mais de pouvoir en parler ouvertement, ne serait-ce qu'avec des gens de confiance ou justement à l'école, qu'on puisse en entendre parler, qu'on puisse aller chercher des questions, aller poser nos questions pour avoir nos réponses aussi, même si c'est pas tout un ou tout l'autre, mais au moins de pouvoir faire un certain cheminement. Avec ça aide beaucoup, là. Puis peu importe l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Puis tu vois, tu utilises le mot cheminement. Jeanne-Sophie me soufflait à l'oreille, puis c'est vrai, il y en a qui c'est des choses qu'ils vont découvrir tard dans leur vie. Mais j'imagine, dans le fond, notre sexualité est toujours en évolution, puis même l'orientation peut, j'imagine, changer. Quelqu'un qui a vécu hétérosexuel, bien heureux, tout d'un coup découvre autre chose, peut vivre autre chose, puis c'est correct aussi. Oui, c'est sûr que, tu sais, il y en a beaucoup qui, par toutes sortes de raisons, comme je disais tantôt, tout le côté culturel, religieux, tout ça, vont juste reproduire le modèle qu'on leur a appris et tout ça. Mais en même temps, ils vont faire comme là, je réalise que... Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont nécessairement malheureux. Je connais des gens qui ont été mariés pendant 15-20 ans avec une personne... par exemple, un homme qui était marié avec une femme pendant 20 ans, qui a eu des enfants, puis je veux dire, c'était pas le malheur. Tout le monde était heureux là-dedans. Et tout à coup, il y a un déclic qui se fait. Et de dire, je pense que je suis d'orientation sexuelle homosexuelle. Ça veut pas dire qu'on renie tout le reste. Ça veut pas dire que ça a été du malheur. C'est pas la faute à personne. Mais c'est juste que là, il y a un déclic qui s'est fait et qui fait en sorte que la personne se pose des questions. Puis souvent, quand tu jases avec ces gens-là reviennent dans le passé puis ils font comme « Ah ouais, il y avait ces événements-là, cet événement-là. Je me posais des questions, j'avais dit « Oh non, j'en parle pas. J'entendais parler. » Fait qu'il y a comme un message qui est envoyé puis qui est ancré. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe pour tout le monde, mais c'est quand même beaucoup de gens qui vont vivre ça comme ça, là. Donc, tu te lèves pas un matin, faire un 180 sur toi, puis dire « Oh, là, je me suis levé, je suis rendu gay » ou « je vais changer de sexe ». C'est pas comme ça que ça se fait. Il y a un déclic, il y a des choses, mais souvent, c'est plein d'épisodes ou des petits événements, des petites informations qui viennent et qui, une fois qu'on a tout mis ça ensemble, on fait un lien, puis il y a le déclic qui fait « OK, là, je fais quoi maintenant? » Pour revenir à mon petit lexique de tantôt, gynésexuel, ce serait quelqu'un qui est attiré par la féminité, mais pas nécessairement une femme, donc un homme qui a des traits plus féminins. Puis il y en a plusieurs comme ça. Mais je trouve qu'il est important que je me pose comme question, là, est-ce qu'il y a différence entre transsexuel et transgenre? De moins en moins, on utilise le transgenre et transsexuel. On utilise de plus en plus le terme trans. OK. Parce qu'avant, on disait une personne transgenre, c'est la personne qui fait une transition au niveau de son genre social. Okay. Donc, ce qui veut dire que, là, je me prends toujours en exemple pour ne pas mettre personne sur la sellette, mais partez pas trop de rumeurs. Okay? Donc, mettons, moi, je suis un homme. Je suis un homme. Pour toutes sortes de raisons, je me sens mieux et j'aimerais mieux faire un cheminement pour une transition au niveau de mon genre et devenir une femme. Donc, je pourrais avoir une apparence plus féminine, donc avoir ce qui, selon moi, me représente comme étant une femme et paraître devant d'autres comme étant une femme, mais ne pas nécessairement avoir eu de chirurgie
pour transiger au niveau des organes génitaux, ces opérations-là. Donc, on appelait ça souvent transgenre. Donc, c'est la personne qui fait une transition au niveau du genre social. Tandis que les personnes transsexuelles, c'est ceux où on avait fait des opérations au niveau des organes sexuels, que ce soit, par exemple, d'enlever les ovules ovaires et tout ça, donc l'hystérectomie. À partir de ce moment-là, on pouvait dire, ah ben là, toi, t'es un homme trans parce que t'as plus les organes reproducteurs et tout ça. Donc, mais maintenant, on l'utilise de moins en moins parce que les lois ont changé. Donc, la personne peut avoir la notion trans beaucoup plus rapidement et sans nécessairement faire une distinction entre transgenre et transsexuel. Donc, on l'utilise de moins en moins, mais oui, c'est un peu là ce que ça voudrait dire. T'as touché, on touche au changement de sexe et tout ça. C'est un sujet qui fait beaucoup jaser. Puis avec raison, je pense que c'est correct parce que on est pas, c'est un peu pas nouveau, mais quand même de plus en plus présent. Ouais. Comment est-ce qu'on peut accompagner de façon adéquate un jeune, qu'il soit enfant ou adolescent, puis qu'il présente ou il exprime le sentiment de vouloir être quelqu'un d'un autre sexe. Un petit garçon qui dit « Moi, j'aimerais être une fille », ou l'inverse. C'est quoi la bonne façon d'encadrer? Moi, je commencerais par être ouvert et ouvert d'esprit. Parce que souvent, on va dire, ben non, t'es né un petit garçon, donc t'es un garçon. T'es né une petite fille, donc t'es une fille. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont nécessairement vouloir éventuellement faire une transition complète, donc faire un changement de sexe comme tel. Mais en même temps, comme on parlait un petit peu tantôt, là, avant qu'on ouvre nos micros, là, de dire, ah ben, tu sais, toute la notion de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, tu sais, c'est quoi qui est masculin, c'est quoi qui est féminin. Est-ce que le rose est automatiquement fille? Est-ce que le bleu est automatiquement pour les gars? Les jouets, les façons de faire, les tâches. Donc, ça se peut des fois que ce soit juste des personnes qui ont le goût de... Tu sais, ont un côté peut-être un peu plus féminin ou un peu plus masculin, sans nécessairement vouloir aller vers ça. Il y a vraiment toutes sortes de nuances. Je veux dire, il y avait des reportages qui parlaient là, dernièrement là, sur, par exemple, une femme médecin, mais qui, à l'époque, pouvait pas être une femme médecin. Donc, s'est fait passer pour un homme pendant des années. Wow. Mais parce que c'était un monde d'hommes, puis cette personne-là voulait faire ça. Donc, elle s'est un peu présentée devant tout le monde comme étant un homme. Mais, tu sais, biologiquement, c'était encore une femme. Il n'y avait pas eu d'opération, des choses comme ça. Donc, tu sais, des fois, il peut y avoir juste des choses. Est-ce qu'il y a des privilèges pour les gars, pour les filles? On le voit dans l'éducation. Aussi, ou comment on élève les enfants. Tu sais, des fois, il y a plus de permissions pour les gars, moins pour les filles, ou vice-versa. Donc, c'est souvent des choses comme ça. Donc, c'est des accompagner dans leur questionnement, puis d'en parler, de c'est quoi, pour que ces gens-là puissent être plus à l'aise avec le type d'activité, de jeu. De plus en plus, on le voit dans les CPE, par exemple, que les garçons vont jouer avec des poupées, les filles vont jouer avec des camions, des choses comme ça, et les laisser s'exprimer, puis de comprendre davantage et de pouvoir, il y a de plus en plus de petits livres, de petits manuels sous forme de bandes dessinées ou de petits livres d'histoire qui vont raconter ça. Puis c'est de les laisser nommer les choses, de pas bloquer, mais juste de rester ouvert pour les accompagner. Donc, plus ils vont vieillir, plus ils vont être en mesure de mieux nommer les choses. Excuse-moi, Eric, retiens ce que tu veux dire. Oui. Oublie pas, je dois juste t'interrompre parce que dans 10 secondes, on sera plus en ondes sur Illico. Je vous invite à nous rejoindre au www.tvc.qc.ca. Merci d'avoir été là. Excuse-moi. Non, c'est bon. Donc, c'est des accompagner là-dedans et de faire en sorte que à chaque étape, à chaque questionnement, on va pouvoir les accompagner. C'est sûr que dans une situation comme celle-là, je suggérerais vraiment d'appeler une ressource comme Jeunesse STEM, par exemple, qui vont pouvoir accompagner et l'enfant et les parents dans ce questionnement-là et tout ça. Parce que s'il y a des transitions qui se font sociales, des choses comme ça, qu'on puisse les accompagner, mais de ne pas freiner l'enfant, mais de ne pas nécessairement tout donner non plus. Okay. C'est de faire un peu des deux. D'accompagner à leur rythme. Puis des fois, quand ça va trop vite, de ralentir parce que ça n'a pas des conséquences, mais ça a des impacts sociaux et de préparer aussi l'enfant. Si moi, comme parent, ça ne me dérangerait pas, par exemple, que mon petit garçon aille à l'école en robe, parce que pour moi, une robe, c'est un vêtement comme un autre, ben il faut aussi comprendre que oui, je veux bien, sauf que
faut que l'enfant comprenne que c'est pas tous les autres petits garçons qui s'habillent en robe. Il va avoir des réactions. Il faut qu'il soit prêt et qu'elles soient prêtes, ces personnes-là, à recevoir ça. Donc, il faut préparer, il faut accompagner de façon comme ça. C'est comme le vernis à ongles. On en voit des fois des personnes ou des petits garçons qui sont à l'école et qui ont du vernis à ongles parce que hier, c'était la soirée où tout le monde se mettait du vernis à ongles, ils en ont mis, puis c'est correct. Il n'est pas plus fille, il ne sent pas plus fille, il n'est pas nécessairement plus gay, ou ça change absolument rien. C'est des concepts, puis des fois, on a de la difficulté à ce qui est différent. T'sais, si on regarde dans d'autres cultures, il y a plein de cultures où il y a beaucoup plus d'ouverture sur certaines choses en lien avec la culture ou l'apparence ou comment agir masculin ou féminin, mais ça ne change pas l'orientation sexuelle, ça ne change pas l'identité de genre non plus. Là. C'est encore complexe. Oui, c'est complexe, puis c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs aujourd'hui. Dans le cas où on accompagne un enfant ou un adolescent, est-ce que... en fait, moi, j'en ai déjà vu dans des reportages. Je me demande si tu as déjà vécu des cas comme ça, où est-ce qu'on pense qu'on veut vivre comme une femme ou un homme alors qu'on est d'un sexe différent, pour finalement se rendre compte, après quelques années, dans un cheminement, dire, finalement, non, j'ai exploré, mais c'est pas ça. On revient à dire, je suis bien dans ma peau d'homme ou dans ma peau de femme ou de vivre. Oui, il y en a qui ont vécu ça parce que, justement, c'était toute la notion de je peux être un homme avec des caractéristiques plus dites féminines et vice-versa. Je veux dire, pendant longtemps, il y a plein de femmes d'orientation sexuelle homosexuelle ou des femmes qui se disaient lesbiennes qui prenait une allure très masculine et tout ça, parce que le modèle, c'était un homme avec une femme. Donc, c'était de s'approprier ça. Il y en a qui sont bien avec ça parce que ça fait partie de leur personnalité d'avoir des caractéristiques plus masculines, sans nécessairement s'identifier comme un homme, mais c'est comme ça qu'ils sont. Un peu ce qu'on appelait les tomboys. Mais ça ne change rien avec leur identité de genre. Ça donne qu'ils aiment une femme, mais qui ont une allure plus masculine. Puis il y en a d'autres, c'est plus féminine. Donc il y en a qui vont faire « Ah oui, je veux faire ça parce que ça serait mieux comme ça. » Mais de faire comme « Non, je suis en paix avec le fait que je peux être un homme ou je peux être une femme, mais avec des caractéristiques plus masculines ou plus féminines, avec le yin et le yang, peu importe comment on l'appelle, mais avec les deux côtés. Je pense qu'on a tout un peu ce côté-là. T'sais, pendant longtemps, on disait « Ah, le côté émotif, affectif, tout ce qui était le niveau du soin, ça appartenait à la femme. Ce qui était plus logistique, qui était plus réprimandé, tout ça appartenait à l'homme ou au père ou des choses comme ça. Fait que, tranquillement, on est en train de tout mettre ça dans le sac à Scrabble, on mélange ça, puis on ressort, puis on dit on a le droit d'avoir un peu de tout, parce qu'on est des êtres humains, on est complexes, on a nos personnalités, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est correct. Moi, ma blonde, manuellement, avec un marteau puis du bois, là, super bonne, puis pas mal meilleure que moi, puis regarde, c'est correct. Ah oui, puis ils sont pas obligés d'avoir des marteaux roses non plus. Non, c'est vrai. C'est drôle que tu dis ça parce qu'elle a une pouch rose. Une pouch de menuisier, là, tu vois pas ça rose, elle en a une rose. Ah, c'est ça. On parlait tantôt des difficultés d'accompagner les jeunes parce qu'ils vont rencontrer certaines épreuves. Après ça, que ce soit à l'école et tout ça. C'est quoi les genres de difficultés que tu vois les jeunes vivre dans une école alors qu'ils commencent à s'exprimer dans leur sexualité? C'est différent de l'orientation sexuelle, d'être hétérosexuel. C'est souvent qu'est-ce que les autres vont penser. Puis ça, je pense qu'on est là-dedans depuis un bon 10 ans, là. Même peu importe l'orientation sexuelle. Les jeunes sont vraiment à cause des médias sociaux qui sont de plus en plus présents. C'est qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que les autres vont s'en rendre compte? Est-ce qu'ils vont encore être mes amis s'ils savent que? Ou si je leur en parle, si j'ose en parler. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de jeunes qui vont vivre ça difficilement, qui vont rester en retrait. Je pense à des gens qui vont faire du sport, par exemple. Des jeunes qui vont être dans une équipe sportive, c'est sûr que quand tu es dans l'équipe de football de l'école, mais que tu réalises que tu es peut-être d'une orientation sexuelle différente, mais c'est sûr que tu n'as peut-être pas le goût d'en parler avec ta gang, de football ou avec la gang de filles avec qui tu joues au volleyball ou peu importe, parce qu'il y a les vestiaires, il y a les tournois où tout le monde est ensemble et tout ça. Fait il y a plein de facteurs. C'est sûr qu'il y en a plein où ça fonctionne super bien, ils sont bien encadrés à la maison, il y a une ouverture, ils peuvent en parler puis ils se sentent bien puis c'est bien correct. Mais c'est sûr que nous, c'est moins ceux-là qu'on voit. On en a
tu sais, par exemple, à GNSTM, qui vont venir puis qui sont très bien avec eux-mêmes et elles-mêmes parce que ça fait partie de leur cheminement, puis c'est correct. Parce que les autres qui ont plus de difficultés à s'accepter ou à se faire accepter, hein, par les parents, par les proches, ben ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'avoir, tu sais, savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel puis qu'ils vont s'en sortir. Parce que malheureusement, le taux de suicide est encore immensément élevé, surtout chez les jeunes hommes gays. Ah ouais? Et les jeunes garçons, parce que c'est difficile. Tu sais, déjà qu'à l'adolescence, t'as pas tout le bagage pour gérer l'émotion affective. Tu sais, première peine d'amour, des choses comme ça. Fait que c'est déjà difficile de gérer tout ça, mais rajoute toute la notion d'orientation sexuelle que tu dis, oh, tu sais, oui, lui, tu sais, il m'intéresse, mais est-ce que lui est gay? Est-ce que c'est pareil si je le dis, si ça se sait? Je vais-tu me faire taper dessus? Tu sais, c'est vraiment, là, il y a toute une espèce de brassage d'idées puis de perceptions qui se passent dans notre tête. Mais en même temps, c'est de savoir est-ce qu'on peut les accompagner. Fait que c'est pour ça que si on fait en sorte que la sexualité est moins tabou, que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, on en parle de plus en plus, puis on en parle de façon dite normale, en guillemets, ou au quotidien, comme si on parlait de l'évolution de l'être humain. On parle de la bio, on parle de la chimie à l'école, mais on pourrait en parler comme ça. Tu sais, sans nécessairement que ça tombe dans tout le côté fétichisme et tout ça, puis qu'on aille trop loin dans expérimenter les choses dans son temps que c'est fait dans le respect et tout ça. Mais tu sais, quand tu parlais de ton terme tantôt, je me souviens même plus c'est quoi, le gynécexuel. C'est ça. Ouais. Donc, c'est de dire, ben, tu sais, tous les désirs sexuels ou les pulsions sexuelles qu'on va avoir, je veux dire, ça nous regarde, mais ça n'a pas toujours un lien avec l'orientation sexuelle. Okay. Donc, faut pas en faire un... Tu sais, faut pas y ait de gros cas, là, tu sais, que ça soit tant son temps que c'est fait dans le respect, mais qu'on puisse parler des choses, que comme ça, si on se sent mal ou qu'on se sent pas comme les autres, ben qu'on puisse en parler puis qu'on sente que les gens sont là pour nous écouter puis qu'on sera pas jugé là-dedans, parce que sinon les gens restent dans le silence puis c'est là que ça devient plus dangereux, parce qu'ils sont seuls avec soi-même puis le dénouement sera peut-être pas le même. Là. Il y a tout un phénomène aussi de renier, j'imagine pour la personne, des fois de renier ses propres émotions, mais aussi de son entourage, puis encore pire pour un enfant, les parents. J'imagine que c'est présent. Je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce d'un film avec Russell Crowe puis Nicole Kidman qui va sortir, puis il parle du phénomène qui se vit aux États-Unis, puis les autres, il y a beaucoup de communautés très religieuses. Dans les religions, c'est encore plus difficile. Ça s'appelle Boy Erased, as-tu vu? Oui, j'ai vu la bande-annonce, ça risque d'être très intéressant. Ben, définitivement. Puis ce que je trouve le fun, c'est que là, c'est un film, c'est une grosse production avec des gros noms, puis qui vont parler de cette problématique-là. Mais est-ce que ici au Québec, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement? Parce que les autres, c'est des causes que les enfants finissent dans la rue, là, à cause que les parents n'acceptent pas leurs enfants comme ça. Puis c'est des choses qui se passent encore en 2018. Là. Tu sais, des gens qui partent ou qui se font carrément là, mettre à la porte. Tu sais, je n'ai pas d'enfant gay, donc je n'ai pas d'enfant du tout, donc prends tes bagages, puis va-t'en. Ça se ramasse à Montréal, à Vancouver, à Toronto, dans les grandes villes, pensant qu'ils vont pouvoir vivre leur vie comme ils sont, comme elles sont, mais ils se ramassent dans toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'argent, tout ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est très, très, très dommage. Donc, d'avoir des icônes comme des personnalités publiques qui vont faire ce genre de film-là, qui vont le présenter au grand écran, va faire une grosse différence. Tu sais, je regardais le dernier là, qui est sorti, Simon, I Love You, quelque chose comme ça. Je me souviens plus, là, je me mélange toujours avec le terme français puis anglais, là, le titre. Là. Mais bon, bref. Jeanne-Sophie pourra peut-être nous confirmer, Jeanne-So, si tu regarderas voir le titre. Mais donc, ce film-là, c'est toute une histoire d'un jeune garçon qui fait son coming out, qui fait sa sortie de placard et tout ça. Puis il y a tout le lien parent-enfant aussi là-dedans qui est très intéressant. Puis on a même entendu puis vu là, sur des réseaux sociaux et tout ça, tu sais, des jeunes qui ont profité de ce film-là, qui sont allés voir le film avec leurs parents, puis ont profité du retour, puis de faire comme « Oh wow, mes parents ont bien réagi ». Est-ce que c'était organisé? Les parents qui disent on va ouvrir la porte, puis moi aussi. Donc, il y a des enfants qui ont fait leur dévoilement à leurs parents comme ça. Parce qu'on dit, OK, là, je suis plus capable de tenir ça pour moi, puis ça a quand même bien été, tout ça. Mais c'est sûr que les parents sont là pour... ça va avoir un gros impact sur est-ce que ça va bien se passer ou moins bien se passer. Parce que, je veux dire, il n'y a personne qui a le goût de
de décevoir ses parents dans la vie. Puis il y a tellement d'attentes et tout ça. Puis on est dans un monde de production, de productivité. Tu vas faire un avocat, tu vas faire un métier qui a bien de l'argent. Mais en même temps, c'est sûr qu'en 2018, ça l'a changé un peu. Mais pour plusieurs parents, pendant longtemps, c'était de faire le deuil, de ne pas avoir de petits-enfants. Là. 2 femmes ensemble, 2 hommes ensemble. C'est sûr que maintenant, le côté familial, il y en a de plus en plus. Mais c'est pas accessible à nécessairement tout le monde. Donc, il y avait tout ça. Donc, toute la notion, là, on parle de film, mais dans le film Mambo Italiano qui est sorti là, dans les années 90, un film avec une production québécoise et américaine, avec Ginette Renault et tout ça, avec des acteurs et des actrices comme des Québécois et Américains, mais c'est dans une famille italienne, dans le quartier italien, à Montréal et tout ça. Donc, il y a toute la notion de mais qu'est-ce que les voisins vont dire? Mais qu'est-ce que le monde va dire? Puis à un moment donné, c'est vraiment comme hey, moi, je veux que mon enfant soit heureux, soit heureuse, et voilà. Puis la famille change d'attitude, donc la communauté change d'attitude plus positive et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des enfants qui vivent ça très, très, très difficilement de par la pression ou la peur de décevoir les parents. Mais des fois, il y a des parents qui sont hyper ouverts, mais parce que c'est des sujets qui ne sont pas abordés, on passe à côté de choses. Nous, on accompagne les parents aussi dans ce cheminement-là, autant l'individuel qu'on fait des groupes ponctuels où ils peuvent rencontrer d'autres parents qui vivent les mêmes choses. Puis il y a quelques années, on avait fait justement le groupe, puis on avait fait les mêmes sujets avec les parents. On avait fait le même sujet avec les enfants de ces parents-là. OK. Séparés. Séparés. Puis à la fin, on avait mis tout le monde ensemble. J'en parle, j'ai encore des frissons, mais de voir des parents, des pères qui regardaient leur fils puis qui disaient « Enfin, là, j'ai l'impression que je retrouve mon fils. » Parce qu'on se dit les vraies affaires. Parce que là, je comprends comment tu te sens. Puis pourtant, moi, je pensais comme ça, mais on se le disait pas. Donc, tu sais, ça l'a brisé bien des choses, puis ça l'a fait en sorte que le cheminement il a pu être beaucoup plus facile par la suite, tu sais. Mais la communication, c'est tellement le mot-clé. Mais dans la communication, il y a aussi l'éducation, puis il y a aussi l'information qu'il faut passer. Parce que j'ai des écoles qui me disent « Ouais, mais tu sais, si les jeunes en veulent des groupes pour les gays, lesbiennes, des comités d'alliés, puis avoir ce qu'on appelle souvent là, les zones sécuritaires ou les safe space, pour être pour faire des discussions sur le sujet, pour se rassembler entre personnes de la communauté allosexuelle, par exemple, et avec leurs amis, évidemment, là, pas besoin d'avoir une orientation sexuelle différente nécessairement, mais de pouvoir faire une différence, de faire de la lutte à l'homophobie, la transphobie, d'avoir une plateforme où on peut échanger là-dessus, puis faire une différence, même au niveau de l'éducation, de la sensibilisation, au niveau de leur propre école, ben il faut pas nécessairement attendre que ça vienne des élèves. Parce que des fois, ça ne viendra pas parce qu'on a peur de ce que les gens vont faire. Donc, comme professionnel, comme adulte, il faut aussi nommer les choses. Comme on dit, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ça, bien, on parle de l'orientation sexuelle, on parle de l'identité de genre comme si tout est au même niveau. Puis là, ça rouvre des portes, puis ça fait en sorte que les gens vont en parler. Donc, ça, je pense que c'est une belle façon. Et il faut que les parents s'éduquent aussi. C'est pas aux jeunes d'éduquer leurs parents, c'est aux parents de s'éduquer. Puis c'est pour ça que nous autres aussi, on est là pour les accompagner, ces parents-là, dans l'information, mais la bonne information aussi. Pour revenir à ton film, c'est Love, Simon. Donc Love, Simon, voilà, je te proche. Jeanne-Sophie me l'a confirmé. Merci, Anne-Sophie. Jeanne-Sophie. Jeanne-Sophie. Merci, Jeanne-Sophie. C'est un lapsus qui arrive à tout le monde, fait que va-t'en pas. Arrive bien gros dans mon micro. On parlait tantôt, on parle d'évolution depuis tantôt, puis on parle comment est-ce que la situation change, puis on est en 2018. Pourtant, en même temps, on dirait qu'on a un mouvement d'ouverture qui grandit. On dirait qu'en même temps, il y a un mouvement d'opposition, surtout aux États-Unis. Est-ce que tu es surpris de voir ça? Mais tu sais, je vais faire un parallèle, puis c'est toujours très, très, très touché ce que je vais dire, quand je fais ce genre de parallèle-là. Tout le mouvement des droits de la femme et des personnes noires ont vécu la même chose. C'est vrai. À un moment donné, tu sais, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, là, mais pendant longtemps, la femme n'était rien. Elle pouvait pas voter, elle pouvait pas ouvrir un compte de banque. Ça fait pas si longtemps. Elle pouvait pas travailler. Oui, c'est ça. Les gens pensent que ça fait des siècles, mais non, on parle juste d'une centaine d'années là, pour plusieurs. Puis il y a des pays où c'est encore un peu comme ça. C'est la même chose. Tu sais, quand on a donné le droit de vote
aux personnes noires dans certains pays. Parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des personnes à part entière, donc pas de droit de vote. Mais encore aujourd'hui, il y a des personnes gays, lesbiennes, trans dans des pays qui sont encore considérées qui ne sont pas des personnes qui n'ont pas le droit de vote. Ou des criminels, dans certains ou des criminels. On s'entend qu'il y a encore plus de 70 pays à travers le monde où l'homosexualité, c'est encore un crime passible d'années de prison jusqu'à la peine de mort. Donc, oui, c'est sûr que les idéologies vont changer. C'est sûr que la politique est pour beaucoup. Puis on parle de ça, je veux dire, la politique fait en sorte que c'est ce qui nous amène notre éducation qu'on voit dans les écoles aussi. C'est eux autres qui gèrent les ministères et tout ça. Donc oui, c'est normal. Est-ce que ça devrait se rasseoir? T'sais, on a fait une grosse montée au niveau trans quand on a eu Caitlyn Jenner, par exemple, qui a fait son dévoilement et tout ça. Ça l'a aidé énormément, mais c'est pas normal non plus que... juste au moment où Donald Trump était pour... être nommé président des États-Unis, il y a eu beaucoup de cas de tentatives de suicide et de suicide dans la communauté parce que les gens se disaient, OK, si lui il rentre, nous, on n'a plus rien. On n'a plus de droit. Puis on voit que c'est en train d'arriver avec des nuances et tout ça. Il y a de plus en plus de personnalités publiques aussi qui osent parler haut et fort et de dire, OK, là, ça n'a plus de bon sens. On est des êtres humains et tout ça. Mais il faut garder, tu sais, il y a des grandes, il y a des grandes firmes de campagne sociale qui vont battre ou se battre pour les droits humains. Puis je pense que c'est important d'avoir les bonnes informations, mais de pouvoir continuer à informer puis de sensibiliser pour que, justement, ces genres de phénomènes-là, que ça n'aille pas trop loin pour que ça endommage, là, malheureusement, la population, parce que ça a des répercussions énormes. Tu sais, là, il y a des entreprises, par exemple, aux États-Unis, où ils ont le droit maintenant de dire « Oh, non, je refuse de servir des personnes homosexuelles. » Wow. On l'a vu avec les femmes, on l'a vu avec les Noirs, c'est un retour en arrière complètement. Mais je pense que les gens ont perdu un peu les notions historiques d'où on vient comme peuple et de retourner là-dessus et de dire est-ce qu'on veut aller vers l'avant ou est-ce qu'on veut aller en arrière? Il faut se poser des questions, mais il faut se poser des vraies questions. Pour ça, il faut en parler ouvertement puis franchement. C'est drôle. Puis Jeanne-Sophie vient de me dire ça aussi. Elle dit on a dit qu'on n'apprend pas de notre histoire, puis pourtant on devrait donc. Comme je dis toujours, le Québec, il dit toujours, notre plaque dit je me souviens, mais moi, il manque un mot, c'est pas. Je me souviens pas, j'oublie. Parce qu'on c'est ça, on oublie. Mais on sait que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais il faut qu'on ose parler ces sujets-là. C'est sûr qu'on peut pas tous et toutes être d'accord, mais à la base, c'est de dire mais qu'est-ce que ça change à moi? Pourquoi une telle personne, pourquoi on arrêterait soudainement de donner le droit de vote ou de donner le droit de servir quelqu'un parce qu'il est différent ou elle est différente? On devrait aller dans l'égalité pour tous et pour toutes. Je veux dire, si j'ai le droit d'aller à la banque, si j'ai le droit d'aller au restaurant, si j'ai le droit de travailler, ça devrait être les mêmes droits pour tout le monde. Puis justement, l'année prochaine, en 2019, on va célébrer le 50e anniversaire de toute la notion du défilé de la fierté. Parce que c'est en juin 69 que l'homosexualité a été décriminalisée ici au Canada, mais la première marche qui a vraiment donné le coup d'envoi pour tous les mouvements de défense de droits pour la communauté allosexuelle, c'est à Stonewall en juin 69. Donc, l'année prochaine, on va vraiment célébrer quelque chose de gros. Oui, plein de pays, plein d'endroits, là, ils appellent ça le défilé de la fierté. Pourquoi t'es-tu fier d'être gay ou peu importe? Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une marche de reconnaissance de droits. Aujourd'hui, on célèbre certains gains, mais il ne faut pas oublier que les droits, ça peut disparaître comme ça. Puis on le voit. C'est ça. Il ne faut pas prendre ça pour acquis, mais de s'informer, de s'impliquer, de s'éduquer, pas juste au niveau de l'information, mais tout le côté politique, parce que c'est ce qui roule. Mais en même temps, je pense qu'on a beaucoup de questions à se poser sur toute la notion de la démocratie, mais ça sera un autre sujet. Un complètement autre sujet. Mais ça a quand même un impact au niveau de l'information qu'on passe, parce que des fois, moi, pendant longtemps, là, avec Jeunesse IDEM, on allait dans des écoles où on ouvrait des portes, on cognait, puis on disait « Ah, voilà, Jeunesse IDEM qui fait de l'éducation, de la sensibilisation contre l'homophobie, la transphobie, et tout ça, qu'on fait du soutien individuel, de groupe, on aide les parents, tout ça. » Puis là, ils disaient « Ah, mais tu sais,
on a comme peur. Tu sais, le fait de parler d'homosexualité, d'identité de genre, ça va peut-être donner des idées. Tu sais, les jeunes ne sont pas encore là, ou il va peut-être en avoir plus. Je veux dire, on n'est pas une production de gays ou de lesbiennes. J'ai pas de carte de membre pour personne pour devenir gay ou lesbienne. C'est juste de faire de l'éducation, de la sensibilisation. On parle d'intimidation sans problème. Mais quand on parle d'intimidation, rarement on parle de tout ce qui est homophobie, transphobie. C'est comme si c'était naturel. Tu sais, dans le milieu sportif, on en voit beaucoup et c'est une des raisons pourquoi, dans plusieurs campagnes de lutte à l'homophobie, transphobie, les milieux sportifs se sont impliqués. Le soccer, entre autres. À chaque année, il y a plein d'équipes sportives qui portent du rose et tout ça pour lutter contre l'homophobie. On prend le rose parce que c'est un peu l'espèce de stigma. On va avec un cliché pour en battre d'autres. Mais il faut des gens comme ça. Tu sais, le mouvement, toutes les vedettes sportives qui ont fait des dévoilements de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, mais après leur retraite. Parce que souvent, pendant c'était difficile. Ils voulaient pas que ça nuise à leur carrière et tout ça. Oui, puis ou sinon, ils se faisaient dire, non, fais pas ça parce que sinon, t'auras plus de commanditaires, t'auras plus ci, t'auras plus ça. On l'a vu avec Sochi il y a pas si longtemps non plus. Là. Donc, il y a encore des débats, puis on est en 2018, là, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Oui, définitivement, il y a du chemin à faire. On parle beaucoup de comment est-ce que les jeunes et les adolescents vivent ça, mais c'est pas nécessairement plus rose pour un adulte lorsqu'il doit s'identifier, ou du moins il doit faire un coming out. Puis j'imagine que tu as pu voir des personnes d'âge adulte vivre certaines difficultés aussi. Ah oui, c'est sûr, parce que imagine le jeune de 14-15 ans qui dit « Ah, moi... je pense que je suis une femme dans un corps d'homme. » Que tu dis, tu es au début de ta vie. On fait un cheminement. Si c'est vraiment ce qu'elle veut, cette personne-là, elle va vivre la majorité de sa vie dans le genre avec lequel elle s'identifie puis avec qui elle va être mieux. Mais ça m'arrive de suivre des personnes qui sont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui entendent ce processus-là. Mais souvent, ces gens-là ont été mariés, ont eu des femmes, des maris, des enfants. Et là, soudainement, ils deviennent excuse mon expression, un freak show. Ou là, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient d'orientation sexuelle différente ou qu'ils voulaient faire un changement de sexe, on leur interdit la présence de leurs petits-enfants, la famille ne vient plus les voir, ils sont délaissés, des choses comme ça. Il y en a qui perdent leur job, il y en a qui perdent leur mari, leur femme, le divorce, mais qui est pas beau parce que toute cette pression-là. Ah, tu m'as menti pendant toutes ces années, mais l'important, c'est que cette personne... Pas l'important, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette personne-là s'est menti à elle-même pendant des années où elle s'est protégée en faisant ça. Puis des fois, c'est de dire, je vais le faire, je vais finir par le faire, puis à un moment donné, ça fait 15-20 ans. Il y en a, ça fait 30-40 ans. Qui vivent comme ça. Qui vivent comme ça. Donc, c'est pas de dire qui est la victime, qui est victime ou pas là-dedans, mais c'est de dire pourquoi pas s'accompagner là-dedans. Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles, puis ça va faire en sorte que tout le monde va retrouver l'équilibre, puis tout le monde va pouvoir continuer à bien cheminer, puis à pas détruire les relations père, fils, mère, beaux-parents, tout ça. Là. De pas s'auto-détruire. Dans la famille comme au travail, je pense que c'est juste une question de peur. Puis on a peur parce qu'on connaît pas ça. Exactement. Toutes les phobies, toutes les peurs, c'est souvent en lien avec quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on comprend pas. Ça revient encore à la même chose. Plus on va en parler, plus on va oser le nommer, bien plus les gens vont s'informer. Est-ce que, tu travailles avec Jeunesse Idem, donc j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler un petit peu plus spécifiquement. Combien de jeunes est-ce que vous voyez par année, mettons, grosso modo? C'est sûr que autant le groupe que l'individuel, si on calcule tout ça, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on n'a pas encore tous les outils. On vient de commencer là, cette année avec un nouvel outil statistique qui nous démontre combien de jeunes différents on voit. Parce que sinon, les mêmes jeunes peuvent revenir, donc sont calculés. Mais, tu sais, rapidement, là, juste à Jeunesse Idem comme tel, autant en intervention individuelle que le groupe, on voit là quelques centaines de jeunes différents chaque année. OK. Puis quelqu'un qui serait en train de nous écouter puis qui ne sait pas trop comment s'y prendre, comment on fait pour... comment on fait pour faire les premières démarches avec l'organisme, puis aussi à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils vont vivre chez vous? Il n'y a pas de, comme je disais tantôt, il n'y a pas de carte de membre pour venir chez nous, à part si tu veux avoir un droit de vote à l'Assemblée générale. Sinon, tout le monde est bienvenu. Nous, ce qu'on
ce qu'on aime, c'est vraiment avoir un premier contact, que ce soit par courriel, par téléphone, pour nous dire, tu sais, j'ai un jeune ou j'ai mon enfant ou la personne en soi qui disent, OK, moi j'ai besoin de soutien, prendre rendez-vous. Même si on n'a pas besoin d'un soutien individuel, si on veut participer au groupe, que ce soit juste pour briser l'isolement, créer des liens avec des nouvelles personnes, juste échanger sur différentes réalités que nous, on vit, puis on veut l'échanger avec d'autres. On dit jeunesse idem, qui veut dire la même chose. C'est ça le but. C'est de rencontrer d'autres gens et se sentir moins seul. Et de faire comme, hey, il y en a d'autres qui vivent les mêmes choses ou qui ont passé à travers les mêmes choses que moi. Et donc, c'est juste de prendre un rendez-vous avec nous pour pouvoir les mettre en contact, leur expliquer qu'on a des groupes pour les jeunes de 14-25, on a des groupes pour les personnes de 23-35, on a des groupes pour les personnes spécifiquement trans de façon ponctuelle. Okay. La même chose pour les parents, on a des groupes ponctuels, donc 1 à 2 fois par année, dépendamment de l'achalandage. On va faire des groupes spécifiquement pour les parents. J'ai même eu des grands-parents qui sont venus parce qu'ils disaient, moi, j'ai besoin de comprendre. Tu sais, j'aime mon petit-fils, ma petite fille. Ouais. Je veux juste mieux comprendre. C'est pas parce que je suis plus âgé que je suis pas ouverte ou que je suis pas ouvert. Et donc, on va les accompagner là-dedans. Puis nous, notre but, c'est d'accompagner les personnes comme ils viennent et à leur rythme. Okay. Il n'y a pas le guide du parfait gay ou de la parfaite lesbienne en 10 étapes et tout ça. Et on ne met pas de pression. Le but, c'est de les accompagner là-dedans, de dire, OK, t'arrives comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis qu'est-ce que toi, tu as le goût de faire avec nous autres? Parce que c'est sûr que l'être humain, comme je disais tantôt, est complexe. Donc, c'est sûr que des fois, ils peuvent avoir besoin de d'autres ressources aussi qu'on peut faire des références. Mais sinon, là, on veut juste qu'ils nous contactent par courriel, par appel ou même Facebook pour avoir l'information de c'est quand les rencontres. C'est-tu la rencontre du mardi que je veux faire? C'est-tu les rencontres aux 2 mercredis? Il y a des activités sociales qu'on va faire. Il y a des activités plus grand public qu'on va faire. Là, au mois d'août, justement, c'est le mois de la fierté aussi. Là, pour nous autres ici dans l'Outaouais et Ottawa. Donc, tu sais, il y a le défilé, il y a une levée de drapeau avec le maire. Donc, c'est quand même important de savoir que le maire de la ville de Gatineau le drapeau arc-en-ciel symboliquement pour dire la ville de Gatineau est derrière vous, la communauté allosexuelle, on est là pour la diversité. Tout le monde est inclus là-dedans. Va même venir marcher avec nous lors du défilé à Ottawa le 26 août. Wow. Donc ça, c'est quelque chose, c'est notre première où on va avoir le maire qui marche avec nous. L'année passée, il est allé, mais il a marché avec le maire d'Ottawa et le premier ministre. Mais cette année, il va travailler, il va marcher avec nous. Puis nous, on a d'autres activités. On a une soirée années 80-90 au bar Le Tonic de Luco. Et ça, c'est nouveau. Habituellement, on fait juste des petites activités, mais là, on le fait un peu plus grand public. Donc, c'est juste de nous suivre sur Facebook, de s'inscrire à notre infolette pour avoir l'information. Donc, ça peut être autant un professionnel qui nous contacte pour qu'on aille faire des présentations dans son milieu de travail, aller voir les enseignants, on peut aller voir les étudiants, étudiantes, les élèves dans leur école, faire de l'éducation, de la sensibilisation. On peut aller rencontrer les jeunes directement à l'école pour des rencontres individuelles s'ils ne peuvent pas se rendre chez nous parce qu'ils vivent trop loin. Je regarde les gens, par exemple, à Buckingham, c'est pas évident toujours de venir jusqu'à Hull, mais nous, on se déplace dans les différents organismes. On a un mandat régional. Okay. Donc, on passe par Maniwaki, Fort-Coulonge, Papineauville, Montebello, Buckingham, Hull, Elmer, tu sais. On fait toutes les municipalités. On va se déplacer pour le faire et faire de l'éducation un peu pour tout le monde. Puis des fois, c'est de dire, peut-être que je pourrais aller voir une activité plutôt que d'aller au groupe de discussion. Parce que, tu sais, d'aller s'ouvrir, le but, c'est de faire un premier contact, de venir visiter nos lieux pour se sentir en confiance avec les gens, puis après ça, de faire étape par étape à notre rythme. Puis c'est ça, notre travail, c'est de les accompagner là-dedans et de ne pas précipiter les choses. Et la personne peut venir une fois puis dire « Oh, moi, c'était assez, je vais revenir dans 1 mois ou 2. » Puis, la personne revient un peu plus tard, puis c'est correct aussi. C'est vraiment de pouvoir les accompagner, mais que les gens sachent que c'est comme une espèce de deuxième famille, finalement, parce que les jeunes le disent. J'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes, de parents aussi, qui vont dire « Ah, mais tu sais, t'as fait vraiment une différence dans la vie de mes enfants, tout ça. » Beaucoup de professionnels qu'on a vus quand ils étaient à ces bancs d'école, en travail social, en éducation spécialisée, qu'on a donné des formations. Puis une fois sur le marché du travail, ils deviennent un peu des agents et agentes de changement, qui vont faire une différence, qui vont changer les façons de faire dans leur milieu de travail et qui vont avoir un impact hyper positif pour les gens autour d'eux, peu importe le groupe d'âge aussi, là, parce qu'on sait, là, ça peut être 7 ans, ça peut être 64 ans aussi. Ouais.
Mais c'est fun parce que tu as terminé avec ça. Puis c'est ça que j'ai lancé comme dernière question, c'est qu'il y a des histoires à succès chez vous. Tu en as vu plein de jeunes qui ont passé, peut-être même de périodes difficiles au point de penser au suicide ou d'être rejeté de la famille et tout ça. Puis de finir avec une histoire qui s'est bien terminée. Hein. Oh oui, ça, on en a quand même beaucoup. Heureusement, j'ai plus d'histoires, beaucoup plus d'histoires qui se finissent bien, des histoires à succès que négatifs. Honnêtement, moi, ça fait, j'entends ma 21 ou 22e, je sais même plus. Là. En tout cas, finalement, j'étais arrivé en 96, faites le décompte. J'étais arrivé là, puis je veux dire, j'ai eu très peu d'histoires négatives. Beaucoup plus d'histoires à succès où j'ai des jeunes qui me réécrivent 10 ans plus tard ou que je les rencontre à Montréal, à Québec. Des fois, ils m'envoient un petit courriel. Oups, puis ils ont tombé sur notre page Facebook. Hey, t'es encore là? Ben merci pour telle affaire. Puis il y en a qui font ah, ben là, j'ai fait ça. Puis là, je suis rendu dans tel coin du Québec. Puis là, je m'implique pour telle organisation. Puis là, je réalisais pas à quel point vous travaillez fort pour nous autres. Puis nous autres, on prenait tout pour acquis. Mais là, finalement, je réalise que c'est du travail puis que vous le faites, ben merci beaucoup. Fait que, tu sais, au communautaire, on n'est pas super bien payé. On n'est pas là pour le salaire, mais en même temps, quand tu reçois ça, c'est tellement... C'est un beau chèque de bonus, c'est sûr, tu peux pas aller en Floride avec. Mais honnêtement, ça fait en sorte que dans des périodes peut-être un peu plus difficiles, ben ça nous donne l'espèce de petite poussée de courage qu'on a besoin pour continuer à avancer puis faire relever plein de défis puis continuer à aider du monde puis à accompagner des gens dans ce qu'ils vivent de le fun ou moins de fun. On va souhaiter encore beaucoup de succès dans ton travail avec Jeunesse IDEM. Un gros merci d'être venu nous voir. Merci à toi. Super. Merci.